on revient sur la tragédie de ce début d'année qui nous a tous bouleversés. Page spéciale à la veille de la journée d'hommage aux 40 victimes de Crans-Montana, dont la moitié était mineure, le plus jeune avait 14 ans. Et puis il y a aussi les blessés, 116 blessés dont beaucoup le sont grièvement. Nous avons pu rentrer pour la première fois dans un service spécialisé qui soigne en ce moment même 4 grands brûlés. Ils sont à l'hôpital Mercy de Metz. Nous avons pu interroger les médecins et les familles qui sont à leur chevet. Témoignages recueillis par Florence Méréo, Sarah Lerche et Jules Longchamp. Derrière ces murs, la survie d'un rescapé et l'unité de sa famille. Depuis 5 jours, Mathieu Aubrin, 27 ans, survivant de Crans-Montana, est pris en charge au service des grands brûlés de l'hôpital de Metz. À son chevet, quotidiennement, son père et son frère. Là, il est dans une phase critique où encore les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Une vie suspendue au rythme des soins intensifs que le jeune homme reçoit nuit et jour. Pour atténuer la douleur, Mathieu Aubrin est plongé dans un coma artificiel. Son corps brûlé à plus de 25%. Hier, il a ouvert les yeux. J'ai pu le voir. Quand il m'a entendu, il a ouvert les yeux. Maintenant, les médecins appellent à la plus grande prudence. Son pronostic vital est toujours engagé. On peut voir son visage, on voit que la peau commence à cicatriser, mais c'est assez choquant de le voir comme ça. Parfois, on a du mal à le reconnaître. Le soir du réveillon, Mathieu Aubrin est à l'intérieur du bar Constellation. Le jeune Alsacien, jardinier paysagiste, a décidé de travailler quelques semaines dans cet établissement de Crans-Montana. Au moment de l'incendie, il est en plein service. Il a raconté qu'il y a eu une explosion, qu'il a senti le souffle sur lui de l'explosion. En fait, il nous a dit « j'ai voulu attendre pour pas pousser les gens et me mettre à l'abri ». Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fumée et il a perdu connaissance. À l'étage des grands brûlés de l'hôpital de Metz, aux côtés de Mathieu, 3 autres rescapés de Crans-Montana. Pour tenter de les sauver, les opérations de greffe de peau s'enchaînent. Habituellement, on opère une fois par jour, mais là, on est obligé, depuis le début de la semaine, à faire le double bloc. 2 blocs opératoires mobilisés, dispositif exceptionnel pour toute l'équipe médicale. C'est un parcours qui va durer plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années dans sa globalité. Le patient grand brûlé, c'est un patient qui va avoir une hospitalisation assez longue quand même dans notre service. Un chemin de soins et de reconstruction que les familles aussi s'apprêtent à vivre. Est-ce qu'on va retrouver le même Mathieu, aussi solaire, aussi... voilà. Nous, on ne veut pas en douter. On veut pas en douter. Ce soir à Metz, 6e nuit d'affilée. Pour les grands brûlés de Crans-Montana, les corps sont abîmés, mais les médecins gardent espoir. Vous verrez dans un instant notre enquête sur le couple de gérants du bar qui a pris feu la nuit du réveillon avec de nouvelles informations. Mais d'abord, je vous propose de vous raconter ces quelques minutes où s'est joué le drame avec des images et des témoignages très forts. Margot Subra-Gomez, Hugo Pufnet, Giona Messina et notre bureau de Marseille. La Suisse sous le choc, après l'une des pires tragédies de son histoire. 40 morts, dont 9 Français, et 116 blessés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana, le soir du réveillon. J'ai l'impression que c'est un cauchemar, que je vais me réveiller. Là, il y a 4 de mes amis qui sont morts. Je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je vais mourir comme ça? C'est bête, mais en fait, il n'y avait aucun moyen de secours. Aucun. Un plafond qui s'embrase à toute vitesse. Des jeunes gens pris au piège. Et désormais des questions en cascade. Ce lieu était-il aux normes? Pourquoi n'avait-il fait l'objet d'aucun contrôle récent? Nous en sommes profondément navrés. Nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Une semaine après le drame, nous avons cherché des réponses à Crans-Montana. Je ne peux pas répondre à vos questions. Vous appelez la ministère publique de l'État du Valais. Je ne répondrai pas à vos questions. Je m'excuse. Le village se barricade. Les familles de victimes se sentent trahies. On est en Suisse, dans une station UP. On ne s'attend pas à ce genre d'accident. Ma fille, elle travaillait là. J'étais en confiance totale.
Retour sur la nuit où quelques minutes ont tout fait basculer. Récit d'une catastrophe presque annoncée. Face à la chaîne des Alpes suisses, Crans-Montana, prestigieuse station de ski réputée pour son air pur et son ambiance festive. En ce 31 décembre, les habitants et les touristes se rassemblent pour dire au revoir à 2025 en musique. Il est minuit sur une des places du village. Les jeunes savent qu'à quelques rues de là, ils vont pouvoir continuer la soirée aux Constellations, un bar dansant prisé des mineurs. Sur ces images qu'un ancien employé nous a envoyées, on découvre un lieu en sous-sol, avec un bar au centre de la pièce, et tout au fond du local, une issue de secours, signalée par ce panneau vert. Le soir du réveillon, c'est dans ce même lieu, cette fois noir de monde, que la fête bat son plein. On reconnaît le bar, autour duquel une serveuse montée sur les épaules d'un collègue parade avec des bouteilles de champagne, surmontées de bougies étincelantes. Cette photo capture l'instant précis où le plafond s'enflamme. Il est près d'1h30 du matin. C'est précisément la mousse acoustique qui prend feu. Ce risque était-il connu du personnel ? Dans une vidéo dévoilée par la presse suisse, un serveur du bar alertait déjà les clients en 2019. Cette mousse d'isolation a été posée lors des travaux d'agrandissement du Constellation en 2015, comme le montrent ces photos que nous avons retrouvées. Les matériaux étaient-ils appropriés ? Aujourd'hui, à Crans-Montana, rares sont les personnes qui acceptent de parler devant notre caméra. Par téléphone, un officiel de la commune nous confie avoir eu des doutes sur ce chantier. Et vous aviez alerté le propriétaire à l'époque ? Il y a 10 ans, je lui ai dit, fais gaffe aux matériaux que tu utilises, il y a quand même des lois. Il m'a dit, non, c'est tout bon. Je dis, méfie-toi. J'ai eu un espèce de putain de flashback, je m'en veux tellement. Ces mousses d'isolation n'ont jamais fait l'objet de contrôle incendie, mais sont désormais au cœur de l'enquête. Ce sont elles qui ont accéléré la progression des flammes. Sur les différentes vidéos amateurs, on identifie une même chanson diffusée dans le bar lorsque le feu démarre. En synchronisant les paroles avec le titre original, on peut estimer qu'entre les premières flammes et l'embrasement généralisé, il s'est écoulé moins d'1 minute. Une propagation éclair qui n'a laissé aucune chance aux clients du Constellation. Et ce n'est pas tout. En cherchant à prendre la fuite, la plupart vont se retrouver pris au piège. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la configuration du sous-sol. Grâce à plusieurs témoignages, nous avons pu le modéliser. Le bar ne disposait que d'une issue de secours située dans un couloir, derrière cette porte. Denis Leroy a travaillé aux Constellations en 2022. Il affirme qu'elle était souvent condamnée. Cette porte-là, quand je suis arrivé directement au bar et tout, elle était obsolète. Ça veut dire que je ne pouvais ni la franchir, ni l'ouvrir. On ne nous a pas expliqué pourquoi, mais on a déduit avec les collègues. Et je pense que c'est le plus probable, c'est que on pensait que les clients pouvaient partir d'ici sans payer. Vous imaginez ici 250 personnes, on ne peut pas surveiller tout le monde, c'est impossible. L'issue de secours était-elle encore fermée ce 31 décembre ? C'est ce qu'affirme le père d'une serveuse française, décédée dans l'incendie. Elle voulait s'échapper. Elle voulait faire échapper aussi des clients et malheureusement, cette porte qui ne s'ouvre pas. D'autres victimes, elles, ont tenté de fuir par l'escalier qui mène à la sortie principale en surface. Le soir du réveillon, il s'est transformé en goulot d'étranglement. N'était-il pas trop étroit ? Des photos du chantier en 2015 montrent qu'il a été rétréci. Selon les propriétaires, tout a été fait dans les normes. Une fois en haut de l'escalier, des portes vitrées. Pour les clients qui fuient, nouvel obstacle. Elles s'ouvrent, mais vers l'intérieur. Depuis la rue, à la force des bras,
Un passant parvient enfin à ouvrir les baies vitrées derrière lesquelles s'asphyxient les clients. Certains sortent, comme ces jeunes femmes, grièvement brûlées, vêtements en lambeaux. Rapidement, on ne distingue plus de flammes. La police boucle le quartier. Il est 1h50. En à peine 20 minutes, la soirée a basculé dans l'horreur. Sollicités sur les accusations de manquement à la sécurité, les avocats des propriétaires du Constellation ont promis de les contester lors d'une conférence de presse la semaine prochaine. Et justement, au cœur de l'enquête, ce couple de Français propriétaires du Constellation, Jacques Moretti et son épouse Jessica, sont dans le collimateur de la justice suisse. Ils seront à nouveau auditionnés demain. Originaire de Corse, le gérant est connu de la justice française pour une ancienne affaire de proxénétisme. Nathalie Pérez, Étienne Prigent, Quentin Beaulieu et Christophe Kenck ont enquêté. Depuis 8 jours, les propriétaires français du Constellation se cachent dans leur chalet, ici à quelques kilomètres de Crans-Montana. Ils fuient les regards et refusent tout contact, comme cet après-midi. Autour d'eux, leurs proches font bloc, tendus, menaçants, comme il y a 2 jours face à des journalistes italiens. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes des journalistes. Tu crois? Journaliste de quoi? Tu crois qu'il y a pas assez de morts là? Allez, cassez-vous de là! Enculé! Jacques Moretti, 49 ans, et Jessica, 40 ans, sont aujourd'hui les seuls suspects accusés de ne pas avoir respecté les règles de sécurité incendie. Des accusations infondées, affirment Jacques Moretti et ses proches, tout comme l'un de ses amis corses, joint par téléphone. J'ai un ami, il est consterné et accablé par tout ce qui arrive. Je pense qu'il s'était réaccompli dans une vie professionnelle très honorable. Il n'y a aucune intention de se soustraire à des règles. Je pense qu'il y a des lacunes dans l'organisation de la loi suisse. Qui sont les Moretti? Ce jeune couple venu de Corse qui, en moins d'une dizaine d'années, a bâti un empire dans l'une des stations les plus huppées des Alpes suisses. D'abord gérant du Constellation, ils l'achètent en 2022. 1 an plus tard, ils acquièrent le restaurant Le Senso, puis le vieux chalet qu'ils transforment en auberge de spécialité corse. Nous avons pu joindre plusieurs de ces anciens salariés. Tous décrivent un patron qui, disent-ils, s'exonérait des lois et tromperait même la clientèle. L'un d'eux, qui souhaite rester anonyme, raconte cette anecdote. Les machines à pression pour la bière blonde étaient coupées volontairement par le patron et on avait pour consigne de remplir les bières avec des canettes d'une marque qui s'appelle Saint-Gothard. Il achetait ça chez Aldi. Également, on nous a demandé de garder les bouteilles vides de Grey Goose, donc vodka assez cher, et de les remplir avec une vodka bas de gamme. Tous les employés percevaient une partie au black pour compenser le trop grand nombre d'heures effectuées pendant le travail. Jacques Moretti est connu de la justice française. En 2008, il est condamné en Savoie à 4 mois de prison ferme dans une affaire de proxénétisme. Alors comment cet homme, avec son passé, a-t-il pu ouvrir un établissement de nuit? Et pourquoi les autorités de contrôle n'ont jamais franchi ses portes ces 5 dernières années? Je travaille avec des faits. Puis les faits, c'est quoi? C'est la commune elle-même qui nous les a donnés. C'est plus de 1000 contrôles des établissements publics pour la lutte contre le feu en 2025 et aucun contrôle aux Constellations. Demain matin, les procureurs suisses vont entendre le couple Moretti en compagnie de leurs avocats qui comptent bien contester une à une toutes les accusations. Vous le savez, la commune suisse de Crans-Montana a reconnu n'avoir pas contrôlé le bar depuis 5 ans. Elle a admis des manquements. Et en France, justement, comment surveille-t-on les bars et les discothèques? Nous avons pu suivre une opération de contrôle d'un célèbre établissement parisien. Et vous allez voir que chaque détail est scruté. Carole Guyon, Vincent Bouffartigue. Un petit club de jazz contrôlé au cœur de Paris. Le lieu est exigu, une cave voûtée qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Dans le viseur des inspecteurs, les issues de secours. C'est une issue qui débouche dans un bâtiment tiers d'habitation et qui permet de conduire à l'extérieur. Le problème de cette issue, c'est le sens interdit qui doit disparaître, donc ça on va lui prescrire. Autre point obligatoire en sous-sol, le système d'extraction d'air. Ici on a une bouche d'extraction qui vient extraire les fumées poussées par les 2 autres bouches d'amener d'air en partie haute de la salle
qui permet justement d'éviter qu'un plafond de fumée se forme. Désenfumage, éclairage, sortie de secours, les inspecteurs ont rendu ici un avis favorable. Chaque année, sur les 1700 contrôles de la préfecture de police de Paris, une dizaine d'établissements sont menacés de fermeture. Des contrôles réguliers pour éviter de revivre des catastrophes comme au bar Le Cuba Libre à Rouen en 2016. 14 morts à cause d'une bougie sur un gâteau d'anniversaire qui avait embrasé le sous-sol. L'incendie le plus meurtrier dans un bar en France depuis celui de la discothèque Le 5-7 en 1970 en Isère. 146 morts. Les issues de secours étaient verrouillées et les décors hautement inflammables. Depuis, les normes de sécurité ont considérablement évolué. Dans cette discothèque à Dijon, tout a été refait en 2018, notamment l'insonorisation des murs et plafonds. À l'ouverture, on a une commission qui vient vérifier que nos panneaux respectent bien la réglementation et donc on a des panneaux qui sont inifugés. Il fait le test devant nous. Les panneaux ne prennent pas feu. Il n'y a aucune flamme qui se forme à la chaleur du chalumeau. Le risque zéro d'incendie, il n'existe pas. Ces matériaux qui sont traités, ils sont là pour éviter l'embrasement, ralentir l'embrasement. Son établissement peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Une capacité qui l'oblige en cas d'incendie à avoir ce dispositif. La musique s'arrête, la lumière se rallume, l'alarme se déclenche. Attention s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. En France, les bars et les boîtes de nuit sont contrôlés tous les 3 à 5 ans. Et certains n'attendent pas les contrôles. Conséquence de l'effroyable incendie de Crans-Montana, de nombreuses discothèques et bars de nuit ont annoncé bannir définitivement l'utilisation de ces bougies scintillantes qui pourraient être à l'origine du drame. Pourquoi sont-elles si controversées? Manon Aoustin-Changeon, Antoine Placier avec notre bureau de Rennes. Des bouteilles incandescentes portées à bout de bras par des serveuses. Symbole des soirées en boîte de nuit. Ces vidéos, il en existe des milliers sur les réseaux sociaux. Mais dans ce bar de Cognac, fini ces gerbes d'étincelles ou feux de Bengale. Plus aucun ne sera allumé. Poubelle va terminer, on ne veut plus les utiliser par sécurité. Un stock de 300 bâtons jetés suite à l'incendie meurtrier de Crans-Montana. Une décision rassurante pour les clients de ce bar dansant. C'est mieux parce que du coup ça crame pas. Et avec ce qui s'est passé en Suisse, c'est beaucoup mieux. Il faudrait l'arrêter dans tous les bars. Et déjà rien que pour les étincelles, votre pull il est en laine, rien que ça. Désormais, Olivier Maury distribue ses bâtons en mousse lumineux aux fêtards. C'est le côté psychologique des clients pour les rassurer et pour leur dire aussi, nous on fait un pas en avant. Depuis quelques jours, des dizaines de bars et discothèques prennent la même décision et en font la promotion sur leurs réseaux sociaux. À Saint-Lô, les patrons de cette boîte de nuit l'ont fait il y a 6 mois. Lors d'une soirée où un fêtard s'est blessé la main. Le client la tenait comme ça, entre le pouce et l'index, et à un moment donné, la flamèche, pour une raison que je ne connais pas, a cassé, et ça lui a brûlé effectivement le bout du pouce. Immédiatement, la direction arrête d'utiliser ce type de bougie scintillante. On vient mettre l'artifice ici. Et les remplace par ces bâtons LED. Donc ils sont sans aucun risque, ça chauffe pas. Certains syndicats demandent l'interdiction totale des bougies incandescentes dans tous les bars de nuit et discothèques. Avec nous sur ce plateau, Laure Becquio, bonsoir. Bonsoir, Madame Merci Salami. d'être là. Vous êtes procureure de Paris. Vous avez décidé d'ouvrir en parallèle de la justice suisse une enquête après le drame de Crans-Montana. On rappelle qu'il y a 9 victimes françaises dans ce drame et plus de 20 blessés, dont certains grièvement. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir une enquête qu'on appelle une enquête miroir? Parce que ce n'était pas suffisant, l'enquête suisse? Alors, la décision d'ouvrir ce que l'on appelle cette enquête miroir, c'est vraiment, elle a été motivée par l'idée de présenter une main tendue à l'ensemble de ces victimes et de leurs familles. Et ces victimes, c'est 9 décédés, mais nous avons depuis les premiers chiffres qui ont été donnés identifié d'autres victimes, parce que certaines sont encore hospitalisées, pas seulement sur le territoire national. Et nous en sommes aujourd'hui à 25 blessés, victimes blessées. 25 blessés alors qu'on disait 23 blessés français. C'est tout à fait, voilà. Il y a 25. deux autres victimes qui ont été identifiées, notamment la toute dernière, elle est actuellement hospitalisée à Zurich. Donc évidemment, c'était l'idée de cette main tendue
attendu, c'était pourquoi? Parce qu'on l'imagine, et d'ailleurs vos reportages précédents l'ont amplement démontré, pour ces victimes ou pour la famille, il va y avoir un parcours, soit un parcours de deuil, pour ceux malheureusement qui ont perdu des proches. Et puis il va y avoir un parcours de soins qui va être long, qui est complexe. Ce sont forcément 2 parcours traumatiques et on ne voulait pas que le fait d'ouvrir des enquêtes à l'étranger soit un traumatisme supplémentaire. C'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Les administrations se penchent, et notamment l'administration judiciaire de plus en plus, en disant mais en quoi notre fonctionnement peut encore causer du préjudice et on veut l'éviter. Et cette main tendue, c'était dire aux victimes, aujourd'hui, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'un interlocuteur, au lieu de vous interroger, elles ont bien sûr encore la possibilité de se tourner vers les autorités judiciaires helvétiques, mais vous pouvez vous adresser au parquet de Paris, au pôle accident collectif du parquet de Paris. Et vous les aiderez si elles veulent faire des démarches juridiques notamment. Absolument. Et on a déjà commencé. Par exemple, on a saisi l'association France Victimes, dont, si vous me permettez, je rappelle le numéro, c'est le 116 006. Et cette association France Victimes a déjà été au contact de l'ensemble des familles des décédés et a entrepris d'être au contact des familles des blessés. Madame la procureure, dans une enquête de ce type-là, quelles sont les investigations les plus urgentes, d'après vous, pour recueillir un maximum de preuves ? Alors, ce sont des enquêtes extrêmement techniques et ce sont des enquêtes complexes par leur technicité. Donc, dans un premier point, un type d'enquête tel qu'il est pratiqué au pôle des accidents collectifs, c'est d'abord un constat. Ce sont des enquêteurs qui se présentent sur les lieux, qui font des prélèvements. Et puis ensuite, ce sont des recueils de témoignages. Et puis ce va être les auditions de victimes, pour les victimes blessées, lorsque ces témoignages pourront être recueillis. Et puis ce sont les certificats médicaux, puis ce sont des expertises. Ça, c'est la temporalité. Alors très souvent, ce qui se passe, c'est que dans le tout premier temps de l'enquête, les personnes susceptibles d'être mises en cause sont entendues pour avoir leur première déclaration. Mais évidemment, ce premier temps d'audition, c'est simplement pour qu'elles apportent, j'allais dire de façon spontanée, ce qu'elles ont à dire sur ces faits tragiques. Et dans un deuxième temps, une fois que les témoignages ont été recueillis, les auditions ont été recueillies, voire des premières expertises obtenues, là, on a des auditions qui sont le plus souvent, en tout cas, c'est la technique d'enquête du pôle des accidents collectifs de Paris, des placement en garde à vue. Et là, on pose des questions et on oppose, si on a de tels éléments, les éléments qui sont susceptibles des éléments de mise en cause de responsabilité, des éléments à charge. Mais justement, plusieurs avocats de victimes se sont étonnés que le couple de propriétaires dont on a parlé dans les sujets, qui sont quand même soupçonnés d'homicide par négligence et incendie par négligence, n'ait à ce stade fait l'objet d'aucune mesure de privation de liberté. Non, encore une fois, c'est à la procureur suisse qu'il appartient de communiquer sur sa stratégie d'enquête. Mais moi, ce que je peux vous dire au regard d'enquêtes qu'on a accomplies au pôle des accidents collectifs, et pour vous rappeler une des toutes dernières d'entre elles, c'était cet incendie mortel à Wilsenheim, dans un gîte où il y a eu 11 personnes décédées. On a procédé comme ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a entendu la personne sans mesure véritablement privative de liberté. Et dans un second temps, on a procédé aux mesures de garde à vue. Puis ensuite, il y a eu la mesure de déferment, de contrôle judiciaire. Et donc tout ça, ce sont Rien qui vous étonne dans la procédure de la justice suisse par rapport aux stratégies d'enquête du pôle d'accident collectif, la procédure suisse peut-être se développer sur ce même chemin. Si demain les propriétaires sont reconnus coupables, ils risquent combien d'années de prison en Suisse ? Est-ce que ce serait plus dur en France ? Quel est l'état de la loi ? En l'état de ce que je sais de la loi helvétique, ils encourent une peine minimale de 3 ans d'emprisonnement, ce qui est la même peine en France. Mais au-delà de cette peine minimale, si les autorités suisses relèvent des circonstances aggravantes, ils encourent une peine qui peut aller jusqu'à 20 années d'emprisonnement. On verra. Donc on continue évidemment de suivre l'enquête. Merci d'être venu nous parler de cette enquête miroir que vous avez ouverte ici pour aider les familles des victimes. Le message est passé. Merci Laure Becquot d'avoir été avec nous ce soir.